Bonsoir à toutes et à tous, vous regardez Bienvenue en Ile-de-France sur le Figaro TV et comme tous les jours dans cette émission, on discute ensemble des sujets qui vous concernent et qui concernent notre région. Notre dossier du jour est consacré au projet urbanistique défendu par les candidats à la mairie de Paris. Chacun y va bien sûr de son idée pour transformer la ville avec une priorité, marquer les esprits et se positionner en sauveur de Paris. Rachida Dati, elle propose de végétaliser la place de la République et l'avenue de la Grande Armée. Sarah Knafo propose de transformer les quais et d'y réintégrer les voitures, tandis qu'Emmanuel Grégoire prône lui une baignade XXL dans la Seine au pied de la place de la Bastille. On fait le point sur le contenu de ces propositions et sur leur poids électoral. En culture aujourd'hui, le studio Héberto présente ce qui reste d'un amour, un chassé-croisé bouleversant qui nous oblige à nous questionner sur l'amour véritable et sur les personnes qui sortent de nos vies. De la conso enfin, avec un anniversaire pas comme les autres, celui du café gourmand, une mode qui s'est installée dans nos quotidiens, dans nos habitudes de consommation et on en parle avec son créateur. Ça sera en fin d'émission. Les candidats de la mairie Paris vont tous de leurs propositions pour améliorer le visage de la capitale. Des propositions marquées par des sensibilités politiques différentes, quoique la végétalisation s'invite dans de nombreuses réflexions urbanistiques. Parmi les grands projets pour remodeler la ville, la baignade XXL d'Emmanuel Grégoire, la végétalisation de la place de la République et puis évidemment la proposition de Sarah Knafo sur le retour de la circulation sur les quais de Seine. On en parle avec nos invités autour de la table et en visio. Philippe Moreau-Chevrolet, merci beaucoup d'être avec nous. Professeur de communication politique à Sciences Po. En face de vous, Thomas Boucher, vous êtes urbaniste et directeur général de Praxis. En visio avec nous, Jean-Baptiste Renard, directeur de recherche au CNRS et conseiller scientifique de l'association Respire. Philippe Moreau-Chevrolet, en travaillant ce sujet, je me suis rendu compte que les grands projets urbanistiques étaient finalement un élément assez incontournable de ces élections municipales et que ça s'inscrit finalement dans l'histoire de la politique locale. Oui, c'est une communication, on appelle ça la communication monumentale. Ça signifie quand vous êtes dirigeant, vous voulez laisser votre marque. C'est comme de la communication politique, mais en construisant des choses, en construisant des monuments. C'est là où l'architecte est indispensable. C'est pour ça que tous les grands dirigeants, comme Mitterrand par exemple, ont eu des architectes préférés. Et à Paris, c'est important parce qu'il faut projeter les gens vers matériellement ce que va être leur avenir. Il ne suffit pas de leur dire ça va aller mieux demain, ça tout le monde le dit. C'est ce à quoi ça va ressembler. C'est vraiment savoir. Oui, c'est ça. Ça va être un nouvel arc de triomphe. Ce serait une hypothèse. Là, cette année, c'est plutôt sur on arrête la voiture, on continue la voiture. Ça, c'est Sarah Knafo, qui pique le créneau de la droite quand même. Donc, si j'étais Rachida Dati, je serais un tout petit peu inquiet. Parce qu'elle parle aux automobilistes et la principale raison de la colère des Parisiens, s'il y en a une contre Hidalgo, c'était surtout la voiture. Elle capte ça. Et lui, Emmanuel Grégoire, il communique sur la baignade parce que ça rappelle les Jeux Olympiques, qui étaient un énorme succès. Donc on surfe sur une réussite. Et puis c'est sympa de se baigner dans la Seine, même si personnellement, en tant que vieux Parisien, je ferais jamais ça. Je pense que même si demain c'est hyper propre, je n'y ai pas. C'est un réflexe. Et puis on a d'autres aménagements intérieurs un peu plus oubliables. Pourquoi est-ce que c'est aussi structurant finalement de voir son quotidien urbanistique changer? Parce qu'on le mesure, parce que c'est concret. C'est quand Rachida Dati dit on va végétaliser la place de la République, tout le monde se dit ah oui, pourquoi on l'a bétonné, c'est moche, si on remettait du végétal. Ça serait mieux. Oui, mais en même temps si Hidalgo avait dit la même chose, ça aurait pu être l'inverse. D'ailleurs c'est assez bizarre finalement qu'Hidalgo ait bétonné cette place, c'est pas très beau quoi. Et ça va pas avec son discours écolo. Donc c'est juste une façon de dire aux gens, regardez, c'est un peu comme vendre une ville sur appartement. Donc on est en train de vendre Paris sur appartement. On dit aux gens, voilà. Et d'ailleurs, avec l'intelligence artificielle, ça donne des projections qui sont assez dingues et qui nous permettent en effet de nous projeter dans ce Paris de demain, le Paris de Sarah Knafo, vous l'avez dit, le Paris d'Emmanuel Grégoire, le Paris de Rachida Dati. On peut imaginer qu'on y vit avec ses enfants, qu'on s'y promène. C'est assez agréable. Hidalgo a beaucoup joué là-dessus d'ailleurs. Thomas Boucher, de quel œil est-ce que vous regardez, décryptez les propositions des candidats à la mairie de Paris? Ça vous amuse? Oui, ça m'amuse et en même temps, je trouve que c'est pas facile de regarder un petit bout de la lorgnette sans avoir un récit global sur la ville. Bien sûr. Et qu'en fait, on sent quand même que dans cette question du quotidien que vous évoquiez, il y a au fond, est-ce qu'il y a un urbanisme du vivant qui fait qu'on a tous envie et besoin d'être plus au contact de la nature? Il y a une étude d'une chercheuse et professeure qui a dirigé Kew Garden à Londres, qui montre qu'on a tous besoin, par les 5 sens, d'être au quotidien en contact avec la nature. Vous allez dans un salon de massage, de relaxation, vous avez un bruit d'oiseaux,
d'eau, de pluie, de cascades. Donc je pense qu'il y a un sens quand même de l'histoire qui est d'aller vers comment est-ce que chacun trouve une forme de nature au quotidien. Et d'ailleurs, on le voit dans tous les programmes des candidats. Personne n'oublie cette part de végétalisation, même Thierry Mariani, pour lequel c'est peut-être pas tout à fait évident idéologiquement d'aller défendre des projets, notamment la végétalisation, si je dis pas de bêtises, du périphérique. Jean-Baptiste Renard, cette constante finalement de la végétalisation dans les programmes des candidats, finalement le projet urbanistique de Rachida Dati, ça sera de la végétalisation pour l'avenue de la Grande Armée et pour la place de la République. Ça dit quand même quelque chose. Oui, alors c'est très important de végétaliser pour deux raisons finalement assez distinctes. La première, c'est quand il fait très chaud, il faut avoir de l'ombre. Et donc, des plantes, c'est bien, mais des arbres, c'est beaucoup mieux. Donc, il faut vraiment mettre des arbres pour faire de l'ombre, pour que les gens puissent s'y rafraîchir. Il y a un deuxième intérêt aussi, c'est de limiter les émissions du bitume et du béton en soirée qui font des températures absolument infernales en ville. Et la dernière raison, c'est de créer des phénomènes locaux de vent, parce que pour améliorer la qualité de l'air, il faut du vent. Pour disperser la pollution, il faut du vent. Et avoir des zones chaudes et des zones froides avec une certaine gestion des espaces verts et des rues permet d'augmenter la ventilation, surtout des rues canyonnes. J'aimerais qu'on parle un peu des propositions des candidats qui ont finalement été élus maires de Paris. Eux aussi avaient planché sur la question urbanistique. Anne Hidalgo, dès 2015, proposait un grand travail sur les places parisiennes ainsi que sur l'avenue Foch. En 2019, rebelote, cette fois-ci avec la place de la Concorde et le Trocadéro, sans oublier la transformation des Champs-Élysées. Est-ce que ce sont aussi des missions qu'on peut qualifier de réussies ou de ratées? Est-ce que c'est l'occasion aussi pour les candidats, vous l'avez dit, de mettre Anne Hidalgo, par exemple, devant ses responsabilités quand on pense à la place de la République? Vous étiez censé défendre une politique verte. Oui, c'est pas le cas de la place de la République. Elle leur dit, vous n'avez pas tenu vos promesses. C'est assez facile de le dire, d'autant plus que ça fait quand même plus de 20 ans qu'il n'y a pas eu d'alternance. Donc il y a quand même il y a un vrai désir d'alternance. Elle va saisir la balle au bon en disant vous n'avez pas fait ce que vous disiez que vous alliez faire, donc moi je vais le faire, je vais être plus écolo que vous finalement. Ce qui est assez bizarre, mais ça peut paraître paradoxal. Ça peut paraître paradoxal. C'est surtout une manière de dire aux Parisiens, voilà la promesse que je vous fais, qui est une promesse qui est matérielle, qui est concrète. On n'est pas dans le vent, on n'est pas dans ce qui serait difficile à tenir, c'est des choses visibles, concrètes. Dans les promesses qui ont été tenues, il y a quand même la végétalisation. Concrètement, Paris, c'est vraiment végétalisé. En 20 ans, on a des mesures précises, scientifiques, qui montrent qu'on a perdu 50% de pollution. Tout ça, c'est mesurable. C'est des choses concrètes. Donc il y a un pari qui a été tenu, qui a été quand même de végétaliser, réduire la pollution. Après, il y a eu d'énormes ratages. En matière de choix de mobilier urbain, on a détruit les colonnes Maurice, on a détruit des choses qu'on n'aurait pas dû détruire. C'est le patrimoine qui s'est en allé, c'est dommage. On a des choses qui ont été ratées, comme la place de la République, qui est une immonde verrue parisienne. Voilà. Après, il y a aussi une question de goût et de couleur, et là, c'est vraiment, il faut être clair. Moi, la pyramide du Louvre, par exemple, j'aime pas ça. Bon, c'est devenu un symbole mondial de Paris, à titre personnel. Et si je décide demain de fonder un collectif contre la pyramide du Louvre, je vais certainement avoir des gens avec moi qui vont pas non plus aimer. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut détruire la pyramide du Louvre. Ça veut dire que parfois, on n'est pas d'accord. Et bizarrement, ça se retrouve dans la politique. La gauche va aimer, la droite ne va pas aimer. Bon. Parfois, c'est du hasard aussi. Hein. C'est des choses... les colonnes Maurice, on peut aimer ça comme trouver ça ringard. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut accepter que la ville change. Il y a forcément une part de subjectivité. Oui, et ce qui manque effectivement dans ces campagnes, c'est un récit. C'est de dire aux gens, voilà ce que je veux faire. Et il n'y a pas cette histoire-là. Anne Hidalgo a vendu un récit écolo qui tient la route, mais c'est à peu près la seule à avoir un récit. J'aimerais qu'on écoute Anne Hidalgo justement. Le 6 février 2020, elle défendait alors ses projets urbanistiques dans le cadre de la campagne. C'est toute la ville qui sera repensée pour donner toute leur place aux piétons. Nous réaménagerons sur ce principe des places emblématiques, des places parisiennes, Concorde, Étoile, Stalingrad, Colonel Fabien, d'Enfer Rochereau, Trocadéro, Châtelet, Félix Éboué et les Champs-Élysées. Pourquoi est-ce que c'est important de regarder comment évoluent nos villes? Là, Anne Hidalgo montre qu'elle a pour ambition en 2020 de mener des changements urbanistiques forts. Elle les liste, cette liste est à rallonge. Pourquoi c'est important qu'un maire se saisisse comme ça de la ville et montre qu'il peut finalement lui donner un nouveau visage?
Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu une période mythique de transformation de la ville au 19e, où on a transformé toutes les grandes villes occidentales avec des systèmes de parcs. On a Central Park, 300 hectares, on a des ceintures vertes, on a des cités-jardins, enfin voilà, qui sont des modèles urbains aujourd'hui. Et qu'aujourd'hui, on est à un moment où il ne faut pas seulement reprolonger les très belles promenades de Paris qui ont été faites par Alphand, mais arriver à sauter le pas, changer un peu de paradigme pour arriver à ce qui était évoqué, à cette ville environnementale, vertueuse, qui fait qu'on va pouvoir être capable de vivre dans les canicules qui vont arriver ces prochaines années et décennies. Et que donc chacun essaye de montrer qu'il est dans cet élan de transformation radicale de la ville. Et je pense qu'il y a un petit saut à franchir pour être... Convaincant ? Pour être au niveau de ce qui nous attend. Je pense qu'il y a un vrai enjeu de retrouver des cycles de l'eau. Je pense que d'infiltrer l'eau pluviale, d'arrêter de la jeter dans la Seine, enfin dans le fleuve comme ça extrêmement rapidement. Je pense qu'on a plein d'enjeux comme ça. D'ailleurs, s'invitent des thématiques comme l'artificialisation des sols. C'est vrai que pour le commun des mortels, c'est pas forcément un terme très vulgarisé, mais on se rend compte à quel point ce sont des thématiques dont doivent s'emparer les candidats. Et d'ailleurs, ils le font régulièrement sur les plateaux de télévision. J'aimerais qu'on parle de Delanoë, des Berges de Seine, des Batignolles, de Jacques Chirac, évidemment, doublement des espaces verts en 1977, le parc André Citroën et bien sûr la Seine baignable en 88. Déjà, il y avait cette volonté d'avoir un impact sur la ville, de changer aussi les habitudes. On le voit avec cette baignabilité de la Seine dès Jacques Chirac. Est-ce qu'on voit que les candidats à la mairie de Paris de 2026 s'inscrivent dans une forme d'héritage ? Est-ce qu'on se revendique de l'héritage de Chirac, de celui de Delanoë? Non, on se revendique de Delanoë, parce que Delanoë est un personnage qui au départ était un peu effacé, qui a quand même été un grand maire de Paris. Donc quelqu'un comme Bournazel, comme Grégoire vont dire, bon, moi aussi je suis un mec assez tranquille, effacé, je suis pas Rachida Dati, je suis pas un showman, mais je peux être un bon maire, comme lui a été un bon maire, donc il y a une forme d'incarnation. Et puis on se réfère assez peu à Jacques Chirac, bizarrement j'ai envie de dire, parce que c'est quand même l'homme qui a été le premier maire de Paris, littéralement, élu, puis il est hyper charismatique quand même, c'était une bête de Seine. Se baigner dans la Seine. Et c'est lui qui avait promis de se baigner dans la Seine, ce qu'il n'a jamais fait non plus. Comme quoi, c'est un vrai Parisien, parce qu'il ne l'a pas fait. Et du coup, on a envie de reprendre ce rêve-là. On a repris le rêve de Chirac parce que c'est une promesse tellement ancienne qu'il y a un côté presque magique à la réaliser. Alors, en fait, il y a des communes qui y arrivent très bien. Quand on prend Stockholm, on peut se baigner dans la baie de Stockholm. C'est comme la capitale de la Suède. On peut se baigner, littéralement. C'est possible. Nous, ça a demandé une vraie prouesse. Ça a demandé des milliards d'investissements. Ça a demandé un débat. Et puis des gens qui disaient non, la droite disait non, moi je suis contre parce que ça va coûter trop cher. Donc c'était un clivage un peu bizarre. Mais au fond, il y a un côté presque magique. En fait, quand les candidats sont en campagne pour les municipales, ils ont envie de dire aux gens qu'ils sont un peu magiciens. Donc on va transformer la ville, on va faire des choses. Ceux qui le font vraiment comme Anne Hidalgo se font invariablement attaquer. Je ferme les berges de la Seine, après tout, c'est un choix écologique cohérent. Et elle s'est fait défoncer à tel point que Sarah Knafo maintenant dit non, on va remettre les voitures. Justement, on va parler de ce projet qui est peut-être le plus ambitieux, le plus démesuré et donc le plus intéressant à décrypter. Celui de Sarah Knafo qui propose un retour des voitures sur les quais bas. Elle a expliqué décidément son projet sur notre plateau. Je vous propose qu'on l'écoute. C'était le 26 janvier. Première chose, je me promène très souvent sur les voies sur berge. J'aime cet endroit, je fais aussi partie des piétons, des cyclistes à Paris, donc moi aussi j'aime cet endroit. Ça, on veut le garder. Ça, on veut le garder. L'idée qu'on puisse se promener devant ces monuments magnifiques, c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Donc je ne voulais pas simplement rouvrir à la circulation automobile les voies sur berge. Il faut d'abord dire que c'est nécessaire parce que ça a totalement engorgé Paris. Ça a créé une pollution localisée à cet endroit de Paris très très forte parce que vous avez 3 fois plus environ de pollution quand vous avez des voitures qui sont dans les bouchons plutôt que des voitures qui circulent de manière fluide. Ça crée beaucoup plus de pollution. Donc on est arrivé un peu à l'extrême inverse de ce qu'on espérait au départ. Retour des quais bas de la Seine, une autoroute urbaine. Ça, c'est à rebours de tout ce qui a été entrepris jusqu'ici, pour le coup. Je pense que c'est étonnant parce qu'il y a Paris, il y a le Grand Paris. Et donc, il y a le Grand Paris qui a été lancé par Nicolas Sarkozy, qui a amené une réflexion en fait, urbaine à l'échelle du Grand Paris, qui sont les réflexions. On ne réfléchit pas à l'échelle de Londres. Enfin, Londres, c'est nécessairement le Grand Londres, comme c'est le Grand Berlin. C'est ça l'échelle de la métropole, de la ville. Et donc, on est en train de construire 4 lignes de métro, la 15, la 16, la 17, la 18, dans le cadre du Grand Paris. On vient de prolonger la 14, c'est-à-dire qu'il fait maintenant du centre de Paris, on est à un quart d'heure de l'aéroport d'Orly.
Donc ça paraît très très bizarre de mettre tous ces investissements publics, c'est-à-dire vous parliez de Delanoë qui a installé, il y a le tramway qui a été là, il y a les pistes cyclables, maintenant il y a des transports publics qui vont être extrêmement performants. Ça paraît quand même extrêmement étrange de... Bon, elle revendique le fait d'être complètement en rupture. Elle dit d'ailleurs, je n'ai rien vu de tel chez les concurrents. C'est une manière de choquer aussi, de faire parler d'elle, non? Oui, exactement. Et en même temps, j'ai trouvé que moi, la mise en place des voies sur berge était un exemple de on installe un projet dans le temps. C'est-à-dire que Paris-Plage, en fait, c'était d'abord que l'été. Puis après, on s'est dit c'était quand même sympa parce que c'est magique. En fait, les berges sont classées, les quais sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais c'est vrai que ça demande un petit peu de temps pour s'approprier ces Exactement. nouveaux lieux. Et ça, je pense que c'est l'usage des Parisiens d'ailleurs. C'est le temps de la ville. Et maintenant, aujourd'hui, donc on a commencé l'été, après ça a été les week-ends, après ça a été le printemps et l'été, et puis maintenant c'est en permanence. Et je pense qu'il y a un plaisir et le week-end et la semaine. Mais d'ailleurs, elle le dit, je prends plaisir moi-même à me balader sur les quais, à faire du vélo. En tant que Parisienne, elle voit bien le confort de la situation, mais en tant que politique, elle est obligée d'aller contre. Donc c'est un peu particulier. Je ne sais pas si les Parisiens souhaitent vraiment qu'on revienne là-dessus. Ça m'étonne, et il y a un rapport avec un contact à l'eau qui est assez extraordinaire. La promenade, ça a été la promenade d'ailleurs des JO. Tout à fait. Les JO ont mis ça en scène de manière absolument extraordinaire, à la fois la qualité du paysage et du patrimoine qu'on a autour du fleuve. Jean-Baptiste Renard, les propos de Sarah Knafo, notamment sur la question environnementale, ça vous inquiète quand elle dit qu'en fait, jusqu'ici, ça n'a pas eu d'effet positif sur la pollution, bien au contraire, que ça a créé de l'engorgement? Enfin, c'est toujours beaucoup plus compliqué. Son argument n'est pas forcément faux, mais ce n'est pas exact non plus. Pourquoi? Parce que dans tous ces projets, il manque une véritable étude, c'est-à-dire où sont les pollutions et surtout comment la pollution est dispersée. Je vais vous surprendre, mais la place de l'Étoile est un des lieux les moins pollués de Paris. Ça a l'air complètement fou. Bien sûr, le moins pollué, c'est le parc André Citroën. Après, tout l'ouest de Paris, parce qu'il est extrêmement bien ventilé, est beaucoup moins pollué que l'est de Paris, avec des rues beaucoup plus serrées, des virages, etc., qui ne favorisent pas une circulation d'air. Donc, dans tout projet de réaménagement de la circulation, ainsi que des espaces verts, il faut absolument prendre en compte la ventilation. C'est quelque chose qui n'apparaît dans aucune étude, même dans ce qui a été fait précédemment. Franchement, la végétalisation de la place de l'Étoile, ce n'est pas l'urgence. Il y a d'autres parties de Paris qui auraient vraiment besoin, on va dire plutôt tout ce qui est vers l'Est, d'une forte végétalisation. Donc c'est pour ça qu'on s'attache à des symboles, et c'est très bien, mais il manque une vraie étude locale de ce qui se passe réellement en termes de pollution. Merci de nous l'avoir si bien expliqué. Coût total du projet, 60 millions d'euros qu'elle assure pouvoir financer sans difficulté. Elle le dit, ça sera son seul grand projet. Justement, Philippe Moreau-Chevrolet, est-ce que le fait d'identifier un projet comme celui-ci comme étant un projet phare, un projet directeur, c'est finalement se démarquer et montrer que la dimension urbanistique et peut-être sa campagne peut se résumer à ce projet? Oui, parce que c'est un marqueur de droite. Elle dit en gros, je suis le parti des automobilistes. Les automobilistes, c'est la clientèle naturelle de la droite à Paris, parce qu'ils sont naturellement contre Hidalgo. Il y a des collectifs d'automobilistes comme des collectifs de commerçants pour les mêmes raisons. Quand il y a la voiture, les commerçants bénéficient d'un apport de clientèle supplémentaire. Donc il y a une sorte de noyau dur de la droite parisienne. Il y a un bassin électoral qui est vivace. Oui, elle est en train de piquer le bassin électoral de Rachida Dati, qui a arrêté de faire campagne depuis Noël, en gros. Donc je ne sais pas très bien où elle est en ce moment. Si elle nous regarde, vous êtes un peu dur, elle a quand même fait pas mal. Elle a donné pas mal d'interviews. Je suis désolé, mais avant Noël, elle a fait des vidéos. Moi, je l'ai vu sur BFM, je l'ai vu sur RTL. Oui, mais c'est pas de la campagne parisienne, c'est de la campagne nationale. Médiatique. On a l'habitude de le voir sur. Oui, voilà, c'est autre chose. Elle est plus sur le terrain. Elle a fait des vidéos très fortes avant Noël qui ont drainé des millions de vues et qui l'ont poussée. Et là, elle plafonne dans les intentions de vote et elle est plus. Voilà, Knafo a été lancé aux 20h de TF1. Et maintenant, il a une progression très forte parce qu'elle prospère aussi sur du vide et Bournazel descend pour les mêmes raisons. Donc si la droite ne pas se laisser bouffer... Bournazel qui est bien en difficulté en ce moment avec son directeur de campagne qui est parti, ainsi que, je crois, le chef de file Horizon à Paris qui a décidé de se séparer de lui. Emmanuel Grégoire, lui, veut une baignade XXL dans la Seine, du côté des quais de l'Arsenal, au pied de la place de la Bastille. On l'a dit tout à l'heure, il surfe sur cet esprit JO, sur le fait aussi que beaucoup de Parisiens ont salué cette initiative, mais là, il veut vraiment quelque chose de plus imposant, plus important. C'est l'équivalent de plusieurs bassins olympiques. Est-ce que c'est une bonne idée pour la ville ? Moi, ce que je trouve, c'est que ça donne l'idée qu'on a une qualité d'eau pure
dans la Seine. Et ça, je trouve que l'idée qu'on puisse se dire qu'on vit dans un environnement plus sain parce qu'on peut se baigner dans la Seine... Vous dites l'idée que, ça veut dire que... Pardon, ça nous arrête un peu. J'en sais rien, je ne suis pas spécialiste pour le coup de la qualité de l'eau. Non, mais on sait que ça a été un combat difficile, Ouais, on sait que pour c'est un avoir combat. des fenêtres de tir et donc de baignabilité. Ouais, voilà. Ça a été un combat quand même de chaque instant. Oui, mais j'imagine, parce que c'est quand même à l'échelle du bassin versant de la Seine qu'il faut arriver à traiter la question de la qualité de l'eau. Donc je pense que c'est un sujet d'envergure. Mais si on y arrive, ça Mais sera si une on y réussite. arrive, je trouve que c'est vraiment une réussite de se dire que on est dans un environnement extrêmement sain où nos enfants peuvent aller se baigner dans l'eau de la Seine. Quoi. Et ça crée quand même beaucoup d'usages aussi autour de ces points d'eau. Moi, je ne suis pas allée me baigner encore dans la Seine, j'irai non peut-être plus. un jour, mais je suis allée sur ces fameux transats très agréables en face de l'île de la Cité, voilà. lire un bouquin l'été. Et pour le coup, c'est vrai que ça crée des usages qui sont agréables, qui sont en extérieur, en effet face et à nos monuments, à notre patrimoine et à ce cours d'eau. C'est vrai que c'est hyper agréable, ça, pour le coup. Bah ouais, on voit tous les usages qu'il y a le long de la Seine. Enfin, il y a il y en a qui vont jouer au tango, enfin qui vont danser le tango l'été. Enfin, c'est tout quand même un lieu d'animation, de vie, de rencontre, de lien social assez extraordinaire. C'est sûr que le port de l'Arsenal est un lieu qui est un peu, qui est pas très connu puisqu'il faut descendre et en fait il n'y a pas beaucoup d'usages aujourd'hui au niveau de ce port. Alors après il y a la discussion, j'imagine, avec On va en discuter. les habitants des bateaux. Tout à fait. On écoute avant Emmanuel Grégoire défendre ce projet. C'était sur France Info le 29 janvier. On a proposé la création d'une grande promenade sur les deux rives de 25 km dans lequel il y aura des chemins piétonniers et aussi par exemple une piste pour courir, etc. C'est de faire le grand parc des deux rives. C'est un immense parc urbain de 25 km de long dans lequel il y aura évidemment de la végétalisation mais aussi dans lequel il y aura de la culture, dans lequel il y aura des loisirs pour les enfants. Évidemment tout sera principalement et d'abord pensé pour les piétons. L'idée d'y faire revenir des voitures est une double faute. D'abord parce que toutes les Parisiennes et les Parisiens et le monde entier apprécient cette nouvelle promenade urbaine. Et la deuxième raison, c'est quand on a réussi à faire diminuer la pollution, ce qui sauve des vies, il ne faut pas avoir l'incongru d'y faire revenir des voitures au risque de refaire courir des risques pour la santé des riverains. Un petit mot sur ce Bastille-Plage qui serait quand même assez conséquent, je l'ai dit tout à l'heure, l'équivalent de plusieurs bassins olympiques. Ça gronde du côté des habitants du petit port de Plaisance, 100 bateaux quand même qui sont habités à l'année et autant de questions. Moi j'ai une question, est-ce qu'on a une idée de combien ça coûterait un projet comme celui-ci ? C'est une question pour vous. Ah non, alors là j'ai absolument... On n'a pas l'idée des budgets. Est-ce que vous pouvez nous faire un devis comme ça? Un devis, oui, voilà. Merci de nous le budgéter sur un coin de table. pour la prochaine fois. Jean-Baptiste Renard, est-ce que d'un point de vue environnemental, c'est intéressant de généraliser finalement cette baignade dans la Seine ? Non, c'est un gadget, là, je vais être très direct. Le vrai problème, encore une fois, c'est pour lutter contre la chaleur en ville, ce sont des arbres, ce sont des surfaces qui n'emmagasinent pas la chaleur en journée et qui la restituent la nuit. Or, ce n'est pas vraiment le cas dans tous ces espaces. Donc, il faut vraiment, en priorité, penser à faire de l'ombre pour que les Parisiens puissent se réfugier dans des endroits beaucoup plus agréables quand il fait très chaud. Et encore une fois aussi, bien sûr, des endroits ventilés. Après, pour se baigner, pourquoi pas. Mais si vous vous baignez, mais que c'est complètement minéralisé tout autour, eh c'est vraiment pas l'idéal pour vous protéger des fortes chaleurs. Vous m'emmenez sur notre prochain sujet, la végétalisation proposée par Rachida Dati. Oui, mais une végétalisation utile, dit-elle. Place de la République et avenue de la Grande Armée. Finalement, ça aurait pu être une proposition d'Emmanuel Grégoire. Oui, il aurait pu dire on va végétaliser exactement ces endroits-là, sauf que comme ils ont pris des options un peu différentes, place de la République, il ne peut pas trop dire qu'on va revégétaliser derrière. Ça supposerait détruire ce qui a été fait. Non, mais j'avoue que ça m'a surpris que oui, ce moi soit aussi, le projet urbanistique défendu par Rachida C'est des Dati. pragmatiques, les politiques, quand même. Il y a une faiblesse, on attaque la faiblesse de l'adversaire, on y va à fond. Avec voilà. les images donc, que vous voyez Oui, qui sont générées avec l'intelligence artificielle et qui nous permettent de découvrir l'avant-après. C'est vrai que sur le papier, c'est plutôt joli, c'est plus agréable que ce qu'on connaît aujourd'hui. Sur plan, c'est toujours magnifique. Après, il faut voir l'organisation et puis il faut voir comment ils financent tout ça. Parce que la droite, il y a un discours qui, pour le coup, est assez délicat. Autant Emmanuel Grégoire assume un endettement, bon, il ne veut pas trop parler de la dette, autant la droite dit non, la dette, on n'en veut pas, et en même temps propose de financer 60 millions de réaménagement des quais pour refaire passer les voitures. Ce qui donne une impression ça, c'est Sarah Knafo. Oui, Sarah Knafo. Bon, ça allait intégrer à la droite, mais ce qui fait qu'on a l'impression d'un éternel recommencement. D'une dichotomie permanente. C'est ça, c'est un peu désespérant. On écoute Rachida Dati parler de ce projet. Là, je vais réinstaller les 2 fontaines aux dauphins
parce qu'elles font partie de l'identité de cette place. Et comme de toute façon, il faut tout casser, on va en profiter pour revégétaliser et rafraîchir cette place. On va permettre aux arbres de se développer et on va recréer des bandes végétalisées. Ces bandes végétalisées, elles existaient avant, donc on va les remettre. Et cette végétalisation, on la protégera de l'insalubrité et des dégradations que connaît cette place tous les jours. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Cette place, j'en referai un îlot de fraîcheur au cœur de Paris pour toutes les Parisiennes, pour tous les Parisiens. Là, on est vraiment dans un exercice de communication. Oui, mais ce qui est étrange, c'est que c'est un positionnement qui ne devrait pas être le sien. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, non ? Oui, absolument. Ça aurait pu être Emmanuel Grégoire qui se balade place de la République. Et Sarah Knafo, elle a compris que son électorat était à droite, il fallait chercher les automobilistes pas contents. Bon, elle y va, elle fait le job. Elle se sent pour le moment attaquée par Bournazel sur sa gauche, enfin sur son macronisme. Hein. Oui. Donc elle se dit, tiens, je vais donner un petit coup à gauche. Au moment où Sarah Knafo, elle attaque à droite, c'est très compliqué ces élections parce qu'on ne reconnaît plus ces petits. Quoi. Il faudrait qu'il y ait un seul candidat à droite, il y en a 3. Et celle qui est au centre d'Ati, qui est la leader, elle se retrouve menacée des deux côtés, elle fait un peu n'importe quoi. C'est pas évident. Hein. Le projet qu'on a vu et la visualisation par IA, est-ce que c'est ce que vous auriez fait, vous, en tant qu'urbaniste, sur cette place de la République ? Je trouve qu'il y a une question aussi entre les candidats, c'est que c'est de temps en temps, c'est à celui qui plantera le plus d'arbres, quoi. On voit Ouais. donc ça devient purement un calcul Presque comptable, hein ? comptable, Oui, exactement. tout à fait. Donc je pense que dans la question du récit, on peut être un peu perdu ou pas porté en se disant, en fonction du récit, ça donne tel projet. Oui, c'est ce que vous disiez, ça manque d'une colonne vertébrale. Et d'une pour chacun. cohérence, et donc ça nous permet de suivre les projets et les choses comme ça. La question de la place de la République, c'est que je pense qu'il faut garder dans les villes des grands lieux de sociabilité. C'est la plus grande place de l'Est parisien. Voilà, et c'est quand même la ville, le lieu où on se rencontre, où il y a des échanges, on manifeste. C'est un peu le principe de l'agora, c'est là où on se retrouve. Exactement. On échange, où on discute, où on se rencontre, pas toujours pour des raisons heureuses. Vous parliez des manifestations, c'est vrai que c'est aussi des lieux de revendication sociale. C'est aussi des lieux de revendication, mais en fait, la ville en a besoin, et a besoin que il y ait des lieux d'expression. Et donc, je pense que c'est intéressant que la place de la République se joue ce rôle-là. Après, ça n'empêche pas de la replanter, qu'elle soit beaucoup plus ombragée. Mais il faut qu'il y ait du sens, c'est ce que vous nous dites. Oui, je pense que... Moi, ce qui m'a amusé, c'est la proposition de Pierre-Yves Bournazel des places oasis. C'est un nom très joli, ça m'a fait penser au raté d'Anne Hidalgo et des forêts urbaines. C'est ça, oui. Et en fait, je me rends compte qu'il y a beaucoup de discours de communication. En effet, vous le disiez, on a l'impression que c'est la surenchère de celui qui réussira à planter le plus d'arbres. Encore une fois, j'imagine que les places oasis sont des oasis de fraîcheur, donc on va avoir de la végétalisation. Mais en fait, on a l'impression que tous les projets s'entrecroisent, à part finalement celui de Sarah Knafo. Ça veut surtout dire que le reste est un désert, s'il y en a besoin d'oasis, donc c'est pas un très bon signal. Oui, c'est vrai aussi, tout à fait. Mais c'est des concepts en fait qui traversent, qui sont balancés parfois aux États-Unis ou ailleurs, et qui reviennent en France, comme la ville des 15 minutes, qui était, je crois, venue du Brésil. Oui, tout à fait, qu'avait repris Anne Hidalgo. C'est des concepts qui sont importés dans les campagnes, c'est à la faveur des campagnes qu'on importe des concepts étrangers qui après deviennent structurants en urbanisme. Si ça se trouve, si Bournazel est élu, il y aura des places oasis. Voilà. Et on vivra avec cette idée. Après, est-ce que ça veut dire quelque chose, d'après le monsieur qu'on a entendu, monsieur Renard, je crois ? Oui, tout à fait. Ça veut dire quelque chose, puisque ça veut dire qu'on aura des places où on pourra respirer. Et où les îlots de moins fraîcheur chaud. seront Voilà. Mais plus viables. c'est tragique d'appeler ça place oasis, parce que moi j'ai grandi en Algérie, ça avait un vrai sens, une oasis. Vous voyez. Oui. En France, ça veut dire qu'on s'achemine vers une vision où il fait vraiment très très chaud. Quoi. C'est un tout petit peu... C'est aussi le sens de l'histoire et des prévisions qu'on nous fait. Sauf pour Sarah Knafo. Il y a les cours oasis aujourd'hui, qui est la manière de transformer les cours d'école. Vous avez raison. Les cours d'école de nos enfances, je pense que c'était quand même de l'enrober avec 3 arbres au mieux plantés, piqués dedans. Maintenant, il y a du sable, on commence. Et maintenant, il y a plus de plantes, il y a plus... Enfin voilà, ce qui amène plus d'activité aussi pour les enfants. Quoi. Jean-Baptiste Renard, très rapidement, est-ce que on peut avoir quelques points de bon sens pour comprendre ce qui marche vraiment quand on veut végétaliser une ville de manière intelligente ? Eh bien, il faut considérer l'essence de pollution, parce qu'une bonne partie de la pollution urbaine provient des émissions locales. L'Est parisien, c'est un véritable problème, donc mettre des arbres et végétaliser l'Est de Paris, c'est une priorité. Ça, c'est très clair. Donc, il faut vraiment créer des espaces où on aura plus frais, où il y aura de la ventilation naturelle, et puis aussi une règle habituelle, ne pas faire son jogging les jours de pollution le long des grands axes routiers. C'est extrêmement néfaste pour la santé. Donc, si on peut avoir des endroits où l'air est à peu près correct parce qu'il n'y a pas de source de pollution, parce qu'il y a du vent qui balaye tout ça, eh bien c'est ce qu'il faut mettre en priorité. Et pas de sport les jours de fort pic de pollution.
Merci beaucoup pour ce petit mot de prévention. Philippe Moreau-Chevrolet, est-ce que ça peut faire basculer une élection, ces projets dont on a parlé Ce aujourd'hui? type de positionnement de Sarah Knafo, peut-être à droite, oui, c'est possible. Parce que elle capte un truc que Dati aurait dû comprendre et capter, ne serait-ce que pour sécuriser sa position. Donc oui, ça peut la faire monter dans les sondages. Ça peut la faire monter, ça peut surtout mettre Dati en difficulté. On continuera à suivre évidemment cette élection municipale. Merci beaucoup à tous les deux en plateau. Merci également à notre invité en visio et on passe tout de suite à l'entretien culture. Le studio Héberto accueille une nouvelle pièce de la compagnie de Thomas Ledoirec après les succès du portrait de Dorian Gray, L'Idiot ou encore Le Misanthrope. Place sur les planches à l'auteur Carlotta Clerici et à sa pièce Ce qui reste d'un amour. On en parle avec la comédienne Caroline Davis et Thomas Ledoirec, comédien et metteur en scène. On est ravis de vous recevoir sur le plateau de Bienvenue en Ile-de-France. On pourrait finalement résumer cette très jolie pièce avec cette phrase qui nous laisse quand même assez songeur. L'amour, le vrai, ne meurt pas. Ce sont les relations qui prennent fin. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation? Oui, je suis d'accord. Parce qu'en fait, les gens qu'on a aimés, même si on dit à quelqu'un je ne t'aime plus, on ne peut pas le désaimer complètement. Je pense que chaque relation, elle reste en nous, quelle que soit l'issue. Mais je pense que oui, les gens qu'on a aimés, on les porte en nous, et parce qu'on a grandi avec eux un long moment ou même un petit instant, mais en tout cas, ils sont là. On peut aussi les haïr. Oui, mais c'est Est-ce que c'est toujours de l'amour? Ouais, pour moi. C'est toujours un peu d'amour. Ah ouais, tu vois. Pour réussir à haïr quelqu'un, il faut l'avoir aimé très fort. Il faut l'avoir aimé très fort. Ouais. C'est que le fait de ne pas réussir à tourner la page, ça veut dire quelque chose. Enfin, ça veut dire qu'il reste toujours. à digérer. Il y a toujours quelque chose à digérer. C'est un sentiment extrêmement puissant. Donc s'il est encore là, ça veut dire que voilà. Et pour ça, il faut qu'on parle d'amour véritable? Ah oui. Oui. Même de passion. On peut même parler de passion. Ah oui, on peut parler de passion. Enfin, là, en tout cas, en ce qui concerne ce qui reste d'un amour, oui, on parle réellement de passion. C'est presque. On pourrait parler de l'autopsie d'une passion. C'est joli, je suis assez d'accord. Ouais. Comment est-ce que dans ce texte, vous identifiez ce qui a trait à vraiment cet amour qui dépasse tout, cet amour intégral? Moi, je pense qu'on poursuit toutes et tous cet amour absolu. Enfin, je pense que toute personne qui nous écoute là en ce moment ne rêve que d'une seule chose, même si on ne veut pas se l'avouer, mais on cherche tous ça. Enfin, on cherche tous à un moment donné l'amour absolu. Et on espère le trouver un jour, parce que c'est quand même... Enfin, quand on le vit, c'est extraordinaire. Enfin, c'est un moment... Je pense aussi qu'on est dans une époque où, malheureusement, on a peut-être peur aussi parce que ça va très très vite, et on a peut-être peur d'être dans une histoire, et même si on s'y sent bien, etc., on se dit, comme on peut vivre plusieurs vies maintenant, on se dit tout le temps, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose ailleurs de plus fort, donc c'est aussi ça. Vrai, on est dans une société de consommation, de l'instantanéité. Mais ça, c'est l'immaturité. Ah, j'adore. En fait, on ne fait jamais mon psychanalyse, c'est parti. Je pense vraiment que c'est notre époque, quoi, et c'est dangereux. C'est dangereux. C'est le mal de notre époque, parce que... Voilà. Et on peut abîmer une relation en s'imaginant autre chose, ou alors, je sais pas, enfin bon, c'est mais moi, je pense qu'on peut détruire même les plus belles histoires d'amour à cause le choix. Simplement d'avoir le choix, de croire. De croire qu'on a le choix. Qu'on a le choix. C'est ça le problème, le mal du siècle. Et c'est un peu le problème de mon personnage. Alice, elle est dans une relation très stable, mais elle veut savoir, elle veut challenger, elle veut comprendre ce qu'elle ressent encore. C'est une forme de mise en concurrence un peu, c'est de se dire qu'est-ce qu'il y a derrière la porte, qu'est-ce qu'il y a d'autre, qu'est-ce qui existe. Dit comme ça, c'est un peu glaçant, mais c'est vrai. Non, mais malheureusement, c'est vrai. L'histoire, elle est plutôt simple. Un an après leur rupture, Alice débarque chez Hugo au beau milieu de la nuit. Elle veut savoir ce qui reste de cet amour qui a pris fin et qu'elle pensait sans fin. Ouais. Et un an après cette fameuse nuit, c'est Hugo qui sonne à son tour chez Alice. Je trouve que c'est génial de partir d'une idée aussi simple pour construire derrière ce que vous appelez l'autopsie d'une passion, l'autopsie de cet amour véritable. Comment est-ce que vous décririez ce qui se passe ensuite, sans révéler, évidemment? C'est assez difficile. En écrivant l'interview, je me suis dit, je suis un peu embourbée dans un truc. Oui, parce qu'il y a beaucoup de coups de théâtre et ce serait dommage de les dévoiler. Non, ce qui est intéressant, c'est vraiment que c'est une pièce qui est construite en miroir. Oui. Finalement, ce que vit Alice dans la première partie, Hugo le vit dans la deuxième partie. Donc c'est vrai que c'est pour ça que je ne veux pas trop dévoiler, mais c'est vrai qu'il y a... Il y a l'effet miroir, tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est que le spectateur, quand il ressort... Alors, où il se retrouve toujours à un moment donné, il se retrouve ou dans Alice ou dans Hugo. Bien sûr. Homme-femme confondus d'ailleurs. Peu importe à quel moment voilà, d'ailleurs. Exactement. Et c'est ça qui est très étrange, parce que les gens se reconnaissent. Alors, il y a à la fois... Alors que la pièce... On ne pourrait pas imaginer que cette pièce soit aussi drôle. Les gens rient tout le long du spectacle. Mais ce n'est pas un rire... Comment dire? C'est pas un rire de comédie. C'est un rire de reconnaissance. Les gens rient parce qu'ils se moquent finalement d'eux-mêmes.
se moquent parce qu'on est, on est tous identiques. Oui, il y a les petites piques, il y a les petits traits, on est un peu mesquin par moments, on se reproche des choses, on fait semblant. Mais oui, bien sûr. C'est un jeu de cache-cache permanent, l'amour. En fait, on avance masqué, on se dévoile. Et tous ces maladresses-là, finalement, nous font tous créer de rire. l'humour. En tout cas, nous oblige à l'humour. Ouais, et il y a ce miroir entre Alice et Hugo, mais il y a ce miroir aussi, comme vous le disiez très justement, avec le public. Comment est-ce que vous vivez votre personnage? Comment est-ce que vous l'envisagez et qu'est-ce que vous aimez chez Alice? Moi, chez Alice, j'adore qu'elle soit à ce point ouverte à l'amour. Vraiment, même si elle est meurtrie, même si elle cherche, mais elle a toujours autant envie d'être amoureuse. Elle a toujours autant envie, et même si elle dit la sécurité, c'est bien, peu importe, elle a beau d'essayer de se convaincre, elle reste une très très grande amoureuse. Ça, c'est très beau. Elle est à fleur de peau, elle est passionnée, elle est idéaliste, elle est entière, elle est super excessive. Ah, elle est un peu, mais c'est un guide spirituel. Elle est ironique, Pour Hugo, c'est un guide spirituel. Ah, il en a bien besoin, lui, d'ailleurs. Elle lui montre le chemin. En tout cas, elle lui comment elle décrirait? C'est un homme libre, c'est un séducteur, c'est un... Ouais, mais je pense qu'il est comme beaucoup d'hommes. Il a peur de s'engager. Ben oui, il est immature. Il y a une forme d'immaturité chez l'homme qui est quand même complexe. Hein. C'est vrai que cette peur de l'engagement, on a peur en fait toujours dans l'engagement de prison. En fait, pour nous, l'engagement est preuve de prison. Synonyme d'emprisonnement. Synonyme d'emprisonnement. Et ce qui est idiot d'ailleurs, parce que finalement, l'amour, c'est une forme de prison, mais qui nous libère de plein de choses aussi en même temps. Donc c'est extrêmement complexe en fait. Et on est vraiment dans la connaissance des cœurs. Dans cette pièce, et c'est ce que je trouve magnifique, parce qu'on va assez profond. Moi, c'est là où je me suis dit que c'était assez génial et que ce texte était vraiment très bien écrit, c'est qu'on est vraiment au plus profond de nos âmes, de ce qui se passe dans nos cœurs. C'est très fin. C'est très fin, c'est très très fin ce qu'elle a réussi à faire, Carlotta Chierici, parce que même pour l'homme, parce que c'est une femme qui écrit. Oui, elle est très juste, je trouve. Mais même, je trouve, pour les hommes, ce qu'elle écrit pour les hommes... c'est une femme qui dit qu'une femme écrit un truc juste sur un homme. Je ne sais pas si je suis très légitime. Oui, mais c'est pas du tout manichéen. Voilà, exactement. Elle n'est pas manichéenne par rapport ni aux femmes, ni par rapport aux hommes. Oui, parce que là, si je dis Alice est idéaliste et Hugo est un séducteur, on a l'impression... C'est beaucoup plus fin et beaucoup plus subtil que ça. Elle ne prend jamais parti. Alors, ce que je trouve formidable dans cette pièce, c'est qu'elle ne prend jamais parti pour l'un comme pour l'autre. C'est que Hugo a ses défauts, Alice a ses défauts, mais... C'est difficile, en sortant de la pièce, de prendre parti pour l'un ou pour l'autre. On a beaucoup de tendresse pour les deux, je trouve, en tout cas. Et c'est une pièce, curieusement, qui est pourtant extrêmement dure, parce que ça parle de l'amour avec beaucoup de lucidité. Enfin, c'est presque, elle nous dissèque, elle dissèque vraiment les sentiments amoureux, mais il y a quand même une forme d'espoir, c'est lumineux. Enfin, il y a quand même quelque chose de, je sais pas, de solaire. Et les personnages ne sont pas emplis de haine. Enfin, il n'y a pas de règlement de compte entre les personnages. Oui, c'est vrai qu'on s'attend, le coup de « je toque chez toi » un an après la rupture, on s'attend à en effet une sorte de scène de ménage XXL, et on n'est pas du tout dans ça, c'est beaucoup plus intéressant. Ouais, ils ont quand même... il y a de l'amour. L'amour est quand même plus fort que tout. En fait, l'amour est quand même le nord, quoi, tu vois. C'est ce qui nous guide, au centre, la colonne vertébrale. C'est joliment dit. On regarde la bande-annonce.
Dans cette pièce, on observe les contradictions, les tensions qui s'installent entre la passion et l'indépendance, la liberté, la réalisation de soi, l'amour toujours, et puis cette passion qui vient un peu agiter les particules de nos vies. Est-ce que ça vous a obligé à réfléchir sur l'amour que vous pouvez vivre, que vous avez vécu? Ça oblige à l'introspection aussi? Tout le temps. Tout le temps. On y pense tout le temps, même quand on joue. C'est une pièce qui nous fait grandir. Ouais, on dit qu'il y a des pièces qui sont cathartiques, qui soignent, qui aident à avancer. Pour vous, c'est le cas? Ah oui, moi, ça me fait vraiment grandir. C'est une pièce, dès que je la joue, dès que je joue ce personnage, ça m'oblige à me... C'est toujours Enfin, c'est aussi un miroir sur moi-même, sur où j'en suis à chaque fois par rapport à l'amour. Voilà. Si vous aviez Hugo en face de lui, vous lui diriez quoi? Ah ben, je dirais fonce, garçon, fonce. J'étais sûre. Fonce, garçon, passe pas à côté de ça, passe pas à côté de l'amour. Et vous? Moi, je sais pas si je dirais fonce par rapport à Hugo. D'ailleurs, souvent, on me demande la suite, ce qui se passe. Et bon, je suis rarement d'accord avec les spectateurs. Mais ça, c'est super. Ça veut dire que vous vous êtes approprié une Alice que vous protégez aussi, que vous chérissez. Moi, je peux pas être... je peux pas... Enfin, bon, moi, Alice, c'est Alice, quoi. Alice, c'est pas moi. J'adore. Je me protège, vraiment, parce que c'est trop violent, sinon, pour moi. Ouais, parce que... C'est dire à quel point ça nous remue et à quel point ça travaille sur nos réalités et ce qu'on a traversé. Moi, j'ai tout un... Voilà, le parcours, c'est Alice qui le fait, c'est Alice qui... c'est un truc un peu vraiment schizo, mais c'est pas moi, quoi. Vous avez deux personnalités. J'ai deux personnalités. Très distinctes. Ce qui est intéressant, ce qui est passionnant, c'est que c'est une fin... Alors, sans dévoiler la fin, c'est une fin ouverte. C'est une fin ouverte. Oui. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que les spectateurs sortent et se font eux-mêmes leur propre fin. C'est pour ça que vous dites ça. Voilà, oui, c'est ça. donc ça débat. Et il y a plein de gens qui pensent... Alors, je ne vais pas dévoiler, parce que c'est vrai que si je dis ce que les gens Il y a répondent, plusieurs options. Il y a plusieurs options qui s'offrent à eux. Et ils ont tous un avis extrêmement tranché. Ah oui, ils sont persuadés. Que voilà. Il y a des pro-Alice, des pro-Hugo. Mais vraiment, quoi. Il y en a qui viennent, non, mais moi, je ne vous comprenais pas dans la première partie, puis en fait, la seconde, mais j'étais pour vous. Enfin, c'est comme si ils se sentaient obligés de prendre parti. Et les gens Clanique, alors que ce n'est pas ce qui est voulu dans le texte. Pas du tout, pas du tout. Et les gens réclament la suite. Ah, ça, c'est Les génial. spectateurs réclament la suite. Il y aura une suite? J'espère bien, mais après, je ne sais pas si Carlotta, pour l'instant, n'a pas encore... est en train de travailler dessus. Je ne sais pas si... Comment est-ce que vous avez travaillé la mise en scène? Alors, la mise en scène est aussi de l'auteur. D'accord. Vous avez repris, oui. Alors, je produis le spectacle avec ma compagnie, mais là, j'ai fait confiance à Carlotta. Comme je joue, je suis non-stop sur le plateau, je trouvais que c'était plus intéressant d'avoir le regard un regard extérieur. Un regard extérieur. En plus, le regard de Carlotta, j'ai une confiance aveugle en Carlotta, et qui à la fois est l'auteur, et c'est elle qui nous a dirigés. Moi, je n'ai pas fait la mise en scène. Ah, je pensais que vous aviez quand même posé une petite patte. Non, j'ai absolument pas. Non, je me suis pas. Tu l'as refusé carrément. Tu as dit à Carlotta, non, toi, tu vas mettre en scène. Ouais, c'est moi qui l'ai poussé à faire la mise en scène du spectacle. D'ailleurs, c'est assez incroyable, c'est riche d'être mis en scène par l'auteur. Oui, pour le coup, formidable. Puis en plus, c'est vraiment du coup. C'est un travail collectif, on est tous les trois, on a toujours été... L'idée, c'était comme d'aller le plus loin possible dans l'interprétation. C'est vraiment une pièce d'acteur. Ce que j'appelle une pièce d'acteur, c'est que... Vous mettez beaucoup de vous? Voilà, c'est ça. C'est une pièce qui se nourrit réellement de ce que nous sommes, et tout ce qu'on va y mettre, et de tout cette... En fait, on est en recherche tout le temps, tous les soirs, on est en recherche de vérité. On est en recherche de la vérité du personnage, pas de notre vérité, parce que c'est... Ce que je rejoins ce que dit Caroline, c'est qu'on essaie de garder la frontière entre nous et le personnage, mais on est dans cette quête de vérité à chaque fois. Le travail de Carlotta aussi, il est vraiment, mais pour le coup, on parle d'autopsie, mais elle, c'est vraiment millimètre. C'est de l'horlogerie. C'est incroyable, parce qu'il y a plein de choses forcément qui nous échappent, mais on a l'impression d'être bien sur le fil. Non, mais attention, c'est trop. Attends. Et puis les silences. Chez Carlotta, les silences. J'adore les auteurs, les metteurs en scène qui utilisent le silence. Et ils sont aussi présent dans la mise en scène que son propre texte, quoi. C'est quelque chose de... Donc il y a une grande cohérence finalement et logique évidemment, puisqu'elle a mené et le texte et derrière la mise en scène et à 6 mains donc avec vous, puisque vous êtes associés beaucoup dans ce rôle. Tout à fait. Et puis en plus elle nous fait aussi confiance. Enfin, il y a un travail, on a grandi ensemble. Le spectacle a tout le temps évolué. C'est ça qui est magnifique au théâtre, c'est que c'est la matière vivante, c'est jamais inscrit dans le marbre, donc ça bouge tout le temps, ça bouge. Alors attention, je précise que le spectacle s'arrête. Oui, tout à fait. J'allais vous demander où est-ce qu'on pouvait vous retrouver, ceux qui restent d'un amour. Alors c'est au Studio Hébertot, qui est la petite salle du théâtre Hébertot. C'est au 78 boulevard des Batignolles, métro Villiers, métro Rome. Et on jouera
jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Là, c'est la dernière semaine, ce sont les dernières. Donc du jeudi au samedi à 19h, et le dimanche à 17h. Et le dimanche à 17h, donc il faut se dépêcher de venir vous voir. Un immense merci à tous les deux. Je suis désolée, on doit enchaîner avec la conso, on est en retard. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Merci, à bientôt. Le Café Gourmand a 30 ans, indéboulonnable des brasseries et bistrots. Il divise certains gourmets, certains louent le meilleur compromis possible pour le dessert. D'autres pointent du doigt ce dessert qui n'en est pas vraiment un. Et on va en parler avec Richard Boutboul. Vous êtes fondateur du Café Gourmand et président de... Ah bah presque. Ah bah voilà, bah, j'ai pas le bon nom. Bah ça commence bien. Excusez-moi, Bernard Boutboul, fondateur du Café Gourmand et président de Gira. Comment vous est venue cette idée du Café Gourmand? Il y a bien longtemps, il y a 30 ans pour être précis, chez un de nos clients, puisque Gira fait du conseil, ce client me dit on vend de moins en moins de desserts, est-ce que tu n'as pas une idée, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On a essayé des desserts d'antan, des desserts anciens, ça ne fonctionnait pas. Et puis je me suis dit, les restaurants gastronomiques, à la fin du repas, vous mettent des milliardises au milieu et on se les partage. Et puis je me suis dit, est-ce qu'on ne pourrait pas faire la même chose, non pas avec des milliardises, mais avec de la pâtisserie, des mini-pâtisseries, et individualiser. C'est génial. Et le Café Gourmand est né. Comme utilisation du concept, en effet, de ces restaurants plutôt haut de gamme, restaurants étoilés ou en tout cas restaurants gastronomiques. C'était vous une expérience qui vous plaisait? Vous vous disiez, j'aime bien découvrir des petits desserts comme ça à la fin, c'est réjouissant, c'est ludique? Alors c'est plutôt une approche purement marketing, puisque à l'époque, il vendait ce client de moins en moins de desserts. On voulait trouver une solution pour relancer les desserts. Et en fait, le Café Gourmand n'est pas une boisson chaude, c'est un dessert. Il faut le mettre dans la gamme des desserts. Et aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a un repas sur 3 en France qui se termine par un café gourmand. Ou un thé gourmand. Ou un thé gourmand, bien entendu, ou une infusion gourmande. Oui, une infusion gourmande. Une boisson chaude gourmande, on va dire. Donc le premier a été servi en 95 dans une chaîne de restaurants de fruits de mer, La Criée. Est-ce que le pari a été réussi? Est-ce que ça a marché chez eux? Alors, c'est resté. Alors, ça a beaucoup marché chez eux, mais c'est resté pendant environ 15 ans très concentré à La Criée. D'accord. Personne d'autre le faisait. Et puis, soudainement, dans les années 2000, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne maîtrise pas le truc. Et puis là, il y a énormément de restaurants qui ont proposé des cafés gourmands. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui, avoir des cafés gourmands thématisés, cafés gourmands américanisés, asiatisés, italianisés. Vous imaginez les pâtisseries qui vont avec. On n'arrête pas de le décliner. Voilà. Et puis, les cafés gourmands à partager aussi qui commencent à arriver. Incroyable. Donc, c'est vraiment une formule qui plaît. Ah bah oui, particulièrement en France où nous sommes 3 fois plus plat-dessert que entrée-plat, qui est plutôt la moyenne mondiale. Nous, il faut qu'on termine par du sucré. Par une touche sucrée. Absolument. Et on a aussi un autre petit défaut, une autre petite caractéristique, c'est le FOMO, Fear of Missing Out en anglais, la peur de louper un truc. Et du coup, on regarde cette carte de dessert, on se dit « Oh, bah non, mais ça, je goûterais bien. » Puis ça aussi. Eh ben, le café gourmand, c'est donc le meilleur compromis, notamment pour ceux qui sont décidophobes. On goûte à 3 ou 4 pâtisseries selon la taille des cafés gourmands, ce qui nous permet, si on a aimé, par exemple, le tiramisu ou la panna cotta, de dire la prochaine fois, je me prends un tiramisu. Je me prendrai vraiment le tiramisu. Est-ce que c'est intéressant, financièrement, pour les restaurateurs de proposer un café gourmand? Alors c'est très intéressant parce que le café gourmand est plus rémunérateur que le dessert. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ce sont d'abord des mini-pâtisseries. Donc c'est des petites portions? C'est des très petites portions. Il y en a 3 généralement, des fois il y en a qui vont jusqu'à 4. Vous en conseillez combien? 3? C'est 3 qui est bien. Au-delà, ça commence à être un peu trop. Et puis là où c'est intéressant pour le restaurateur, c'est que c'est vendu beaucoup plus cher qu'un dessert. À peu près combien? 20% de plus? Oh oui, facilement, ouais. Si c'est pas plus, des fois. Pourquoi? Parce que c'est aussi le moment sympa, qu'on se dit qu'on prend une formule, finalement, avec plusieurs desserts, qu'on va en plus avoir son café dedans. Oui. Les gens ont l'impression de faire une affaire? Non, ils ne cherchent pas l'affaire, là. Ils cherchent vraiment le plaisir. Démultiplier les goûts. Et ils s'aperçoivent qu'ils se font plaisir avec ce café gourmand qui est plus plaisant, c'est le cas de le dire, qu'un dessert. Est-ce que c'est le dessert quand on ne sait pas faire de choix? On est incapable de faire un choix, on ne sait pas, on y va? Peut-être. Mais au départ, on pensait que ça allait être très féminin comme taux de prise.
Parce qu'on n'arrive pas à se décider. Non, parce que les femmes aiment les petites portions de pâtisserie, contrairement aux hommes. Et le côté dégustation, voilà. en effet. Et en fait, c'est tout le contraire qui se passe. Ce sont les hommes qui consomment le plus de café gourmand. Ouais. Rassurez-nous, ce n'est pas les restes dont les restaurateurs espèrent se débarrasser. Pas du tout. Pas du tout. Ce sont des pâtisseries normales qui sont découpées en très petits morceaux. Ou des verrines. Des petites quantités faites à façon. Tout à fait. Là, c'est du boulot quand même. Hein. Oui, là, c'est du boulot. C'est pour ça que les cafés gourmands faits maison, c'est un peu compliqué. Et c'est pour ça que c'est un peu plus cher qu'un dessert. Alors après, je suis contente que vous parliez du fait maison. C'est important parce qu'on voit aujourd'hui, par exemple, chez Métro, des kits café gourmand à réchauffer. Là, on est très loin du fait maison. Ça ne veut pas dire que c'est pas bon, hein, d'ailleurs. Ça veut dire que c'est pas des pâtisseries qui sont faites maison. C'est pas le petit fondant au chocolat. C'est pas une jolie crème brûlée. Ouais, mais le problème, c'est qu'on peut gâcher le plaisir avec une pâtisserie qui n'a pas, ou un gâteau qui n'a pas le goût qu'on espère. Il ne faut pas gâcher ce plaisir chez les Français qui veulent vraiment terminer par une note sucrée. Et il faut conserver, flirter sur cette vague justement du désir sucré et de cette envie de finir par cette note sucrée. Tout à fait. Petite question aussi sur ce que ça représente en termes d'exigence pour les restaurateurs. Ça demande de la coordination sur le service, on l'a dit, du travail en cuisine, et puis coordination avec le bar. Il faut envoyer le café ou le thé ou l'infusion au même moment que le dessert. Alors il y a plusieurs techniques. Il y a des restaurants qui sortent le café gourmand du bar. Pas mal. Ils ont un stock de mini-pâtisseries, etc. Et puis, il y a d'autres restaurants qui sortent la pâtisserie de la cuisine où il faut passer par le bar récupérer la boisson chaude. D'accord. Alors là, il faut faire attention parce qu'on risque d'avoir une boisson chaude qui attend depuis un petit moment et qui risque tiède. Voilà. Et c'est ça le problème. Quand vous avez vu le café gourmand se décliner en version thé, et en version infusion, vous vous êtes dit quoi? Ça y est, on a réussi notre coup? Bah ça y est, ouais, on a réussi notre coup et on a mis en place dans certains établissements, et là, on ne peut pas dire que ça décolle de la même manière, le champagne gourmand. Ok. Une coupe de champagne avec Trop bien. 2 ou 3 mini-pâtisseries de très très haut niveau. Un peu dans l'idée de ce qu'on peut faire dans les brunchs quand on propose une coupe de champagne, un mimosa. C'est exactement ça. Ok, chic. Et ce qui veut dire que le sucré avec une boisson, qu'elle soit chaude ou froide, tout est possible. Ça marche, ouais. Ça donne envie. Ouais. Même si en effet on est sur un panier, j'imagine, plus élevé du coup avec le champagne. Beaucoup plus élevé. Et donc ça ne peut pas correspondre à toutes les clientèles, voilà. C'est évident. Et on a même fait un fromage blanc gourmand avec des toppings différents et des additifs différents. Et j'ai l'impression que c'est le genre de choses qui plaît aux Français, quoi. Clientèle plutôt âgée quand même, si on regarde les chiffres. Ah oui, c'est plutôt âgé. Enfin, plutôt âgé, ça dépend où on met la barre. Bien sûr, je ne veux froisser personne. C'est pour ça que je dis plutôt âgé. Non, on passe sans problème la barre des 45-50 ans pour les fans de café gourmand. La Gen Z qui arrive n'est absolument pas fan du café gourmand. Eux ils préfèrent... Non, c'est pas. Ils préfèrent le dessert original, le cake, le muffin, le cookie, des choses... C'est générationnel. Complètement. C'est quoi votre café gourmand de rêve, vous? Celui que vous aimez? Le café gourmand de rêve, vous savez, et du rêve des Français d'ailleurs, il faut qu'il y ait un chocolaté, un lacté et un fruit. C'est vraiment la trilogie qu'adorent les Français. Vous mettez autre chose que ça, on risque de passer à côté. C'est vrai? Ah, c'est drôle. Mais le champion du monde des ventes de desserts, c'est le chocolat. Dont le prix a particulièrement augmenté en ce moment. Oui, et ça veut dire que tout ce qui est à base de chocolat, les Français adorent, le surconsomment. Les tablettes de chocolat dans la grande distribution font un carton extraordinaire. Donc le chocolat, on est très chocolat. Ouais. D'ailleurs, je me permets de noter que dans les palaces, il y a toujours eu des goûters, des tea time, des moments qui célébraient finalement les desserts. Et je note de plus en plus, j'ai pensé à vous, de café gourmand, en tout cas, de café accompagné de mignardises ou de boissons chaudes qui est servi avec 4-5 minuscules petits desserts à déguster. Et c'est vrai que dans les palaces, on voit que pour le coup, c'est extrêmement consommé parce que j'imagine qu'on y arrive en milieu d'après-midi, on prend sa chambre, il est 16h30, on va attendre avant le dîner et on se dit que c'est la bonne solution. C'est ce qu'on appelle la pause gourmande et ça a été même repris par le célèbre magasin Harrods à Londres. Ah oui? Qui lui fait quelque chose d'extraordinaire que je ne connaissais pas, c'est que vous demandez à un café gourmand, une infusion gourmande ou un thé gourmand et il vous dit allez au comptoir et là vous avez une 50aine de mini-pâtisseries et vous choisissez une formule 3 ou une formule 5. Trop sympa.
Et là, ça craque. Vous au êtes maximum. même copié chez Harrods. Bah oui. Ça, c'est fort. Hein. Ici, les Britanniques adorent le café gourmand. Ils adorent aussi le tea time. Oh, Donc c'est oui. une jolie déclinaison, Oui, en effet, tout à version fait, café. C'est tout à très fait. malin. Merci beaucoup Bernard Boutboul. Désolé d'avoir écorché votre nom en début d'interview. Je ne sais pas du tout pourquoi j'avais Richard. Je précise que vous êtes le fondateur du Café Gourmand et le président de Gira. On est ravis de vous avoir reçu pour fêter ces 30 ans du Café Gourmand et parler de cette très belle invention qui continue à ravir les palais de ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Un immense merci d'être venu dans l'émission. Merci. Demain, vous retrouvez Marie-Liège Chevalier à la présentation. Et moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès vendredi. Je sèche pendant 2 jours. Ça sera Damien Canivès jeudi. Merci beaucoup.